Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle conférence de Big CEO et pour la 6e conférence de la 2e journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long du webinaire dans l'onglet questions. Et maintenant, je vous propose de démarrer et je voudrais donner la parole à Guillaume et Anthony. Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette, je crois, dernière conférence de l'événement. C'est avec grand plaisir du coup qu'on va vous parler de comment performer sur Amazon en France et à l'international. Anthony, est-ce que tu te présentes? Ouais, bonjour. Alors, je suis Anthony, je m'occupe de la partie advertising chez Kruga. Et moi, je suis Guillaume Rocheteau, du coup, le CEO et cofondateur de l'agence Kruga, comme vous allez le comprendre, qui est une agence spécialisée dans la distribution sur Amazon depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, on va essayer de voir ensemble pas mal de choses, même si on ne pourra pas tout balayer, sur comment performer sur Amazon en France et à l'international. Quelles sont les best practices pour pouvoir performer sur ce canal si important. Déjà, pourquoi vendre sur Amazon? Amazon, tout simplement 300 milliards de GMV, c'est 300 millions de consommateurs à travers le monde. 62% des consommateurs commencent une recherche de produits sur Amazon, donc devant Google, comme vous l'avez compris. Même si vous avez beaucoup entendu parler de Google ces 2 jours, voilà, on est au-dessus à 62%. Et ensuite, c'est 3 milliards de visites par mois. On reviendra un petit peu sur la répartition de ces 3 milliards de visites un peu plus tard sur la partie comment exporter sur Amazon. Donc, c'est un canal qui est extrêmement important. Pour autant, pour pouvoir performer sur Amazon, il y a des choses à respecter. Il y a des éléments à respecter pour pouvoir être bien positionné. Donc, on va d'abord parler du référencement naturel sur Amazon. Il y a plus de 200 millions de fiches produits sur Amazon. À ce titre-là, vous doutez bien qu'il faut mettre les choses dans l'ordre pour pouvoir réussir sur ce canal de distribution. Il y a quelques années, on pouvait rapidement générer du volume en publiant en masse ces produits sur Amazon et finalement aller au score. Puisqu'on était seul ou quasiment seul à vendre les produits en question, on générait des ventes. Désormais, vous le savez, la marketplace Amazon est une marketplace et la marketplace la plus concurrentielle. Et à ce titre-là, il faut faire vraiment du fine-tuning, aller dans la granularité pour pouvoir performer sur ce canal. Donc, on va vous expliquer quelques éléments, même s'ils sont nombreux, pour pouvoir performer en référencement naturel sur Amazon. Amazon est basé sur un algorithme. Certains diront à 10, certains diront un algorithme qui s'appelle à 11. Nous, on est resté, parce qu'on pense que c'est la révolution, sur l'algorithme A9. L'algorithme A9, l'algorithme Amazon en tout cas, il prend en compte, pour être bien référencé, moult choses, moult facteurs. Parmi les plus essentiels, c'est le stock que vous avez, le nombre d'avis clients et la qualité de ces avis, le prix de votre produit, le product listing, c'est-à-dire votre qualité de fiche produit sur les différents éléments qu'on va vous monter par la suite, les images et les vidéos, qu'elles soient en nombre et surtout qu'elles soient de qualité et qu'elles respectent les best practices Amazon, et la vélocité des ventes, comme on appelle, ou le sales history. Combien de ventes vous avez généré sur les 30, 60 ou 90 derniers jours. C'est ça qui fait votre référencement sur Amazon, avec des degrés de différence, d'importance plutôt, dans l'algorithme pour être référencé. Le BSR doit être votre obsession. Sur Amazon, on va parler souvent de BSR. En tout cas, nous, les agences, et quand on discute avec nos clients, on va parler de BSR. Le BSR, c'est quoi? C'est le Best Seller Rank. On va suivre en permanence et on va mener des actions pour toujours être le mieux référencé possible dans la catégorie ou la sous-catégorie les plus pertinentes par rapport aux produits de notre client. Donc, nous, on a des éléments et des trackers et des logiciels qui nous permettent de traquer l'évolution du coût du produit de nos clients sur cette catégorie. Donc, il faut savoir qu'il y a 70%, comme on l'a dit tout à l'heure, des utilisateurs qui ne vont pas au-delà de la première page du résultat. À ce titre-là, vous l'avez compris, il faut être présent de 2 façons, dans le meilleur des cas, en référencement naturel, sur la recherche de mots-clés et sur la catégorie, et en référencement payant. Anthony en parlera tout à l'heure. Pour créer une fiche produit optimisée, il y a pas mal d'éléments à prendre en compte. On a essayé de faire une liste qui n'est pas exhaustive, mais qui est quand même très importante pour pouvoir croître sur Amazon. Il y a les photos produits, il faut qu'elles soient de qualité, encore une fois qu'elles respectent les contraintes entre guillemets Amazon. Il faut travailler son titre avec un nombre de caractères important et intégrant un nombre de mots-clés conséquent. Ajouter des vidéos quand on a, c'est un des éléments les plus importants maintenant en termes de référencement. Un descriptif du produit exhaustif, fourni et une nouvelle fois qui intègre un nombre de mots-clés importants. Des bullet points, vous allez voir à droite de la fiche produit, je vais vous montrer juste après, des bullet points, c'est extrêmement important, là encore, de travailler sur ces bullet points. Et l'intégration de mots-clés
dans chacun des contenus que j'ai précédemment cités. C'est ça le travail de base, c'est ce qu'on appelle chez Amazon le contenu essentiel. Et c'est ce qui fait que votre fiche produit est bien référencée ou est mal référencée. Parfois, les clients nous disent « Ok, mais si on fait des bullet points importants, des titres importants, ben on se retrouve avec une fiche comme celle de notre client Topicrème qui, au départ, quand on a rédigé les bullet points et les titres, et même le nombre de photos, nous a dit « Mais c'est très chargé, c'est très volumineux, c'est presque illisible. » Oui, mais c'est ça qui fonctionne. Il y a pas mal de marques, notamment c'est le cas de ce client Topicrème qu'on accompagne depuis maintenant 3-4 ans, qui avait une fiche produit. Ils avaient repris le contenu de leur site internet, mais c'était très light en termes de mots-clés. Il y avait le nom de la marque, un titre du produit, mais très succinct, des bullet points avec quelques avantages concurrentiels très légers, et c'était tout. Sauf qu'on se retrouvait avec la fiche produit qui était noyée parmi d'autres concurrents, alors que la marque Topicrème était beaucoup plus connue. Sauf que les gens qui étaient devant cette marque maîtrisaient mieux l'algorithme Amazon, alors que le produit avait une renommée moindre. Donc c'est pour ça qu'on a mis tout pour pouvoir faire réussir ces fiches produits et les fiches produits de ce client-là, pour pouvoir remonter au référencement naturel, et ce qui a fonctionné, parce que cette fiche produit, en l'occurrence, doit être dans le top 4 ou top 5, dans tout ce qui est lait hydratant. Donc voilà un petit peu comment c'est fait. Vous retrouvez sur cette fiche produit un titre qui intègre des mots-clés, des bullet points, des photos produits, avec, on peut le voir en photo 4 et 5, des mises en situation et des petits pictogrammes pour pouvoir aider le client et lui expliquer un petit peu quels sont les avantages de ce produit. Et bien entendu, une vidéo explicative. Donc, forcément, toutes les marques n'ont pas 2 vidéos par chaque produit, mais ça peut être une vidéo sur l'entreprise, sur la façon de travailler, sur la façon de créer les produits en fonction de la typologie de produit. On aime mettre ces vidéos. Elles ont un impact sur le référencement naturel, encore une fois, et également de plus en plus sur la conversion. Okay ? Et bien entendu, vous le voyez, là, le produit est très bien noté. Il y a un nombre d'avis conséquent. On y travaille aussi. On revient un petit peu dessus après. Donc, on va travailler sur tous ces éléments pour avoir une fiche produit qui performe. Et le dernier point, qui est de plus en plus important, et je dirais depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, on pousse nos clients, même si ce n'est pas toujours facile, à driver du trafic externe vers la fiche produit et le store Amazon. Ça aussi, Amazon est incapable de nous dire quelle importance ça a sur le référencement, mais nous, on a fait des essais on a traqué en fait le référencement naturel des produits de nos clients avant publicité externe et après communication au public externe. Il n'y a pas photo. On est remonté dans la courbe de référencement de façon extrêmement exponentielle et extrêmement rapide. Donc ça, c'est également un élément qui est très, très, très important pour pouvoir performer sur Amazon. Donc, c'est le cas en France, bien entendu. Ça l'est encore plus, on va revenir dessus, sur les pays limitrophes qui génèrent plus de volume sur Amazon, comme le Royaume-Uni, comme par exemple l'Allemagne, et aux États-Unis, mais bien entendu qu'il faut cocher chacune de ces cases et il faut vraiment driver du trafic externe pour pouvoir remonter sa fiche produit le plus haut possible. Un point qui est extrêmement important, on voit Jeff Bezos qui crie, mais c'est ne jamais être en rupture de stock. On a évoqué la partie qualité de fiche produit, mais vous avez beau avoir la meilleure fiche produit, un super référencement et un nombre de ventes très important. Si vous êtes en rupture de stock, ça va fracasser, excusez-moi du terme, votre référencement naturel. On a vraiment des clients qui on l'entend, qui ont eu des problématiques de production, ça a été le cas pendant la période de Covid, des problématiques pour réexpédier dans les entrepôts d'Amazon, pas sans savoir que Amazon a ses propres entrepôts, et qui n'ont pas pu livrer dans les entrepôts Amazon ou bien stocker chez eux. Donc là, on était en rupture de stock et on a vu un impact immédiat sur la courbe de référencement des produits de nos clients qui étaient en rupture. On le voit, alors le graphe n'est pas très parlant, mais je vais vous l'expliquer. En gros, on voit bien entendu le référencement sur le gauche de la courbe lorsque le produit est en stock. À partir du moment où le produit de notre client a été en rupture de stock sur Amazon, la courbe s'est envolée, le produit a été très mal classé jusqu'au moment où le produit était de nouveau en stock, où là on a réussi avec un jeu et de publicité et de baisse des prix et d'un stock important dans l'entrepôt d'Amazon à retrouver notre référencement. Mais on voit que ce n'est pas immédiat. Donc, on dit toujours à nos clients, prévenez-nous autant que faire se peut lorsque vous allez avoir des ruptures de stock. Vous êtes au courant que vous allez avoir un problème de matière première ou des problèmes à expédier les produits parce que ça a un impact tellement important qu'on essaie de réfléchir à comment on va pouvoir gérer au mieux cette période de rupture. Ça a un impact qui est vraiment très, très, très important. L'autre élément important, un autre des facteurs importants, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, c'est l'importance des avis clients. Cette courbe, elle sert à quoi ? Elle vous explique que plus vous avez des avis clients et plus vous faites de ventes et plus vous convertissez. Donc, il y a plein de façons, voilà, on ne pourra pas parler de tout aujourd'hui, mais il y a plein de façons pour générer les avis clients. Bien entendu,
des moyens légaux autorisés par Amazon, parce qu'on a des petits malins qui s'amusent à acheter des avis clients, mais Amazon n'est pas dupe et a maintenant lancé des bots pour identifier les vrais des faux avis. Premier point, mais du coup, nous, on a des techniques pour aller collecter de l'avis client. Ça peut être une relance mail au bout de 2-3 jours après la livraison du produit. Voilà, ça peut être une technique SAV ou un workflow SAV qui permet de collecter de l'avis client. Mais c'est très important d'avoir des avis clients en nombre et de bonne qualité. Il faut savoir qu'un avis en dessous de 4.2 sur 5 sur Amazon est un très mauvais avis. On n'est pas, voilà, la conversion augmente à partir de 4.2, 4.3 sur 5. Et bien entendu, d'un nombre important. Une fiche produit de 50 reviews versus une fiche produit qui en a 4000, ça n'a rien à voir, vous doutez bien, en termes de conversion. Donc, du coup, nous, on pousse au maximum pour pouvoir avoir des avis clients en nombre et de bonne qualité, sans en acheter, bien entendu. Il y a l'impact du prix sur le référencement. Je vous en parlais tout à l'heure, lorsque le produit est en rupture et qu'on souhaite de nouveau, une fois qu'il est disponible, remonter au référencement. On peut agir parfois sur le prix. On se rend compte que lorsqu'on joue avec le prix, ça a un impact immédiat sur les référencements. On a eu le cas pour un de nos clients, on va revoir son produit après, il me semble, qui a de la magnésie, vous savez, pour l'escalade et le bodybuilding, quoi. Et bien, ce produit-là, il a été en rupture pendant un mois et demi pour plein de raisons diverses et variées. C'est un produit un peu spécifique, compliqué à sourcer. Dès qu'il est revenu, il était numéro 1 des ventes en Allemagne. À partir du moment où il est revenu en stock, forcément, quand le produit était de nouveau en stock, il était 200 ou 300e. Voilà. Donc, en fait, on a travaillé et sur les campagnes marketing et sur la baisse des prix. On a baissé un petit peu le prix. C'est un produit qui devait être affiché normalement en temps normal aux alentours de 14,90 €. On a baissé le prix aux alentours de 10,90 €, 11,92 €, 12,90 €, 13,90 € et de nouveau 14,90 €. Tout ça s'est passé en l'espace de quelques semaines pour remonter le plus rapidement possible au référencement naturel. Donc voilà, il y a vraiment plein de stratégies pour pouvoir être bon en référencement naturel sur Amazon. Il faut les connaître et surtout, bien entendu, on dit toujours, nous, il y a autant de stratégies que de marques. Donc, en fonction de vos marques, en fonction de vos possibilités en termes de stock, vos possibilités en termes de campagne et compagnie, on va faire une stratégie 100% adaptée pour que vos produits soient le mieux référencés possible. On va revoir un peu ces sujets-là juste après. Il y a des éléments de conversion. Pourquoi je les ai mis là, référencement naturel? Parce que vous l'avez compris, contrairement à d'autres places de marché, la vélocité des ventes et l'historique des ventes va jouer sur le référencement naturel. À ce titre-là, tous les éléments de conversion doivent être mis en place. Là, c'est un élément qui s'appelle le contenu de marque amélioré, ce qu'on appelle le A+ Content. On a aussi le A+ Premium. C'est des éléments de réassurance que vous allez trouver en bas de page Amazon et qui vont rassurer le client. Vous allez raconter l'histoire de la marque, l'histoire du produit, les avantages concurrentiels, un carrousel de produits complémentaires. Et tout ça, c'est des éléments, d'une part, des éléments de réassurance, comme vous l'avez dit, et des éléments qui vont favoriser la conversion. Donc, par conséquence, le nombre de ventes et par conséquence, un référencement naturel amélioré. C'est vraiment ce cheminement et cet effet boule de neige qu'il est vraiment important de prendre en compte quand on se lance son activité sur Amazon. Il y a un autre élément que l'on fait, nous, historiquement depuis très longtemps, mais qu'on voit de plus en plus sur Amazon, c'est ce qu'on va appeler les Amazon Store, éléments de conversion et de réassurance encore. Les Amazon Store, c'est tout simplement un shop-in-shop au sein d'Amazon. On est une marque, ça c'est quelques-uns de nos clients, mais c'est Chantel, c'est Damar, c'est de dire, OK, je suis présent sur Amazon, donc, mais je veux quand même que mon image de marque et que ma charte soient présentes sur ce canal de distribution, même si ça fonctionne différemment de mon site internet. Donc, Amazon a mis en place, ce que je vous ai montré avant, les contenus A+, mais il a également mis en place le Shop-in-Shop, l'Amazon Store. Voilà. En France, c'est pas encore extrêmement développé, même si toutes les marques maintenant quasiment qui font du chiffre sur Amazon ont un Amazon Store. Mais aux États-Unis, par exemple, c'était, on a vu il y a 2-3 ans aux États-Unis, c'était un must-have d'avoir sa carte de visite, de s'appeler, je dis n'importe quoi, la marque ABC et d'avoir au dos de sa carte amazon.com/ABC. Voilà, c'était un must-have d'avoir son Amazon Store. Et en plus, ça sert à plein de choses, bien entendu, à l'upsell, mais également en termes de conversion. Anthony pourrait en parler mieux que moi, mais en gros, de rabattre du trafic sur des landing pages directement sur l'Amazon Store, c'est extrêmement performant en termes de retour sur investissement des campagnes marketing. Donc, c'est tous ces éléments-là, le contenu essentiel dont je vous ai parlé tout à l'heure, titre, bullet points, descriptif, photos et vidéos, plus le contenu A+, dont je vous ai parlé après, les éléments de réassurance qui favorisent la conversion, plus les avis clients, c'est pas du contenu essentiel, mais c'est les avis clients, et plus de nouveau un élément de réassurance qui est l'Amazon Store pour pouvoir convertir et rapatrier du trafic.
Il y a également, bien entendu, d'autres éléments de conversion. Vous avez ce qu'on appelle le brand story, c'est assez récent sur Amazon. C'est pareil, c'est toujours dans l'histoire de storytelling, d'expliquer qui est la marque, pourquoi elle vend ses produits. Et bien entendu, il y a tous les badges Amazon, c'est pas exhaustif. Il y a le badge best-seller, mais c'est intéressant parce qu'on en parle après. Il y a le badge Amazon Choice, il y a maintenant les nouveaux badges Climate Pledge Friendly. Tous ces badges-là, bien entendu, vous doutez bien, favorisent la conversion, donc favorisent le référencement naturel, donc le niveau de vente. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, Anthony, du coup, de la publicité sur Amazon? Désormais, pour que vous sachiez, bien entendu qu'un référencement naturel est extrêmement important pour pouvoir générer des ventes, mais on a du mal désormais à envisager une vraie performance sur Amazon sans lancer de campagne publicitaire. Voilà, les campagnes publicitaires se sont fortement développées, mais Anthony, tu vas en parler mieux que moi comme ça. Ouais, bien sûr, Guy. En fait, d'abord, dans un premier temps, je vais vous montrer un peu justement la part de marché en fait que Amazon représente dans le retail média. Faut savoir que là, Amazon, hors Chine, mais dans le monde entier, représente la majorité en fait du retail média et prend des parts de plus en plus prédominantes et importantes. C'est pour ça que qui dit en fait part de marché et croissance dit innovation, puisque Amazon, on sait très bien que mise tout sur la croissance et sur l'accélération en fait du business. Donc Amazon décide en fait de mettre de plus en plus en place des spécificités de publicité au sein de justement de sa marketplace ou hors de sa marketplace, notamment sur les Prime Video, tout l'écosystème en fait Amazon qui grossit de plus en plus, et au fur et à mesure que Amazon achète des géants et se développe. Et l'idée, c'est que voilà, de par ces innovations, Amazon met en avant le retail média et puisse pousser les annonceurs, parce qu'on sait que c'est quand même une part du chiffre d'affaires et des revenus d'Amazon de plus en plus prédominante. Il faut savoir, quand on parle donc de retail média, pas que ça nous fait rire, mais on dit toujours oui, mais le retail média, quand on voit les courbes, et ces courbes sont réelles, je sais pas cette source-là, parce qu'il y a moult sources qui indiquent cette chose-là, c'est Amazon, c'est 70 à 80% du retail média. Donc nous, quand on dit retail média, et on a fait dernièrement des salons sur ce sujet-là, ben c'est presque du Amazon média à 70-80%. Donc réussir finalement son média sur Amazon, c'est réussir son média en e-commerce. Ok. Faut savoir une chose, donc c'est que Amazon, contrairement à Google Advertising, met vraiment en avant justement les campagnes publicitaires pour pouvoir générer de la croissance et formuler un chiffre d'affaires puissant sur les ventes organiques et les ventes totales du compte. C'est l'heure en fait que l'annonceur et la marque va pouvoir faire. C'est-à-dire que lorsque vous lancez les campagnes, on a une espèce de synergie et la création d'une boule de neige autour des campagnes et du référencement donc naturel pour pouvoir faire pour que la croissance soit exponentielle et que les ventes puissent croître au fur et à mesure que les campagnes avancent dans le temps. Ça reprend en fait le schéma qu'on vous a expliqué un petit peu avant, c'est-à-dire que comme Amazon dans son algorithme, en tout cas de ce qu'on a repéré de l'algorithme, prend en compte la vélocité des ventes et le nombre de ventes, vous lancez des campagnes avec une fiche produit, encore une fois je ne reviens pas dessus, optimisée, vous lancez des campagnes, ça génère des ventes et du coup ça fait remonter la fiche au référencement naturel. Donc il faut faire attention, il faut arbitrer entre les budgets mis sur la table et le chiffre d'affaires généré, mais voilà, ça favorise fortement la croissance. Point important à mettre en avant, c'est sûrement un aspect qui vous parle aussi, mais effectivement parce que je pense que vous êtes aussi des acteurs de ce pourcentage-là, mais 70% des consommateurs passent pas la première page en fait de résultats de recherche. Et plus on avance dans le temps, plus Amazon plus Amazon va faire croître en fait justement le retail média, plus les targets qui vont être affichés sur la première page de résultats vont être en fait entre guillemets payantes. Donc c'est pour ça qu'il va falloir pouvoir tirer au maximum profit des encarts qui sont disponibles sur le premier résultat de recherche. Avant, il n'y avait qu'une possibilité, on va le revoir, mais c'était que le sponsor product. Désormais, quand on va sur une fiche produit, peu importe le mot-clé qu'on tape, en l'occurrence, là, c'est Bros pour Bar parce que c'est un de nos clients qui est leader notamment aux États-Unis. Et on voit que les encarts publicitaires sont de plus en plus nombreux. Ça prend peut-être 40 maintenant ou 50% du résultat de recherche. En effet. Et on le voit donc ici à l'écran. On va avoir quasiment maintenant toute la première ligne qui va être sponsorisée. Donc,
pour vous faire un peu un récapitulatif, c'est au coup par clic. Donc, on va mettre une enchère et les concurrents vont pouvoir mettre une enchère plus ou moins importante en fonction des termes de recherche indiqués dans le paramétrage de la campagne. Et on va avoir des mots-clés et des enchères qui seront plus ou moins élevées en fonction de la pertinence des mots-clés. Typiquement, si on est une brosse, si on est de la crème et qu'on va mettre une enchère sur Nivea, à mon avis, vous allez payer, l'enchère suggérée par Amazon va être élevée parce qu'il va y avoir énormément de pertinence sur ce terme-là et pas mal de concurrence. Donc, l'enchère va varier en fonction de ça. Ça, c'est le premier format. Voilà, ça c'est le sponsor product, le premier format. Ensuite, on va avoir du sponsor brand. Au fur et à mesure du temps justement et des innovations, Amazon a travaillé sur différentes typologies d'affichage et différents encarts à proposer. Et le deuxième qui est venu, c'est le sponsor brand. Le sponsor brand, ça permet, un peu comme le brand store, encore une fois, de faire passer en fait un message fort, une image de marque puissante auprès du consommateur, et vous allez avoir un encart privilégié par rapport à vos concurrents. Donc, c'est très important de pouvoir maîtriser aussi ça. Vous pouvez, si vous n'investissez pas, finalement, vous retrouver quasiment en seconde ligne. J'exagère un peu. Mais si vous n'investissez pas et que vos concurrents, par contre, achètent vos mots-clés, j'ai n'importe quoi, en l'occurrence, c'est notre client Uniball, Mitsubishi Pencil. C'est-à-dire que si vous n'annoncez pas en sponsor brand ni en sponsor product, finalement, la personne va taper votre mot-clé, Uniball ou Posca, parce qu'ils ont aussi la marque Posca, mais ils vous retrouvent vos produits qu'en seconde ligne. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est important, alors sans parler de montants de campagne même colossaux, mais au moins de faire un peu de défensif et d'être présent sur ces mots-clés. Et le dernier format en fait sur la marketplace et sur les pages de recherche disponibles, enfin l'un des derniers, c'est la vidéo qui vient tout juste de sortir là courant de l'année 2023, disponible en France. C'est la vidéo et il y a une très grosse plus-value sur ce type de campagne parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup justement d'annonceurs qui ont décidé de miser là-dessus sur Amazon. Et il suffit que vous ayez une vidéo un peu qualitative de 40 secondes et pertinente pour pouvoir en fait se démarquer et catcher l'attention du consommateur qui va être rassuré en regardant en fait votre vidéo et va voir que votre produit correspond potentiellement à sa recherche en fonction du terme de recherche sur lequel vous avez mis une enchère. Là, c'est le cas du coup de Boku. Boku, ils sont très connus. Je ne sais pas du tout si vous les connaissez. Du coup, sur les réseaux sociaux, ils sont très nerveux, on va dire, sur les réseaux sociaux. Et à ce titre-là, c'est un client à nous. Et du coup, c'était un régal pour nous, puisqu'ils ont moult vidéos qu'ils ont tournées. À ce titre-là, on peut les utiliser en sponsor brand vidéo. Donc là, la différence avec notre format, c'est qu'il faut faire, la personne est en train de scroller, donc il faut vraiment faire la différence, comme l'a expliqué Anthony, extrêmement rapidement dans quelques secondes. Et là, on voit que Boku, ils ont des images fortes, quoi. Donc parfois, on est amené à cutter un petit peu les vidéos de nos clients. Des fois, il y en a qui commencent par un logo, une histoire, une date, des choses comme ça. C'est très bien pour les vidéos de la fiche produit, c'est des éléments de réassurance. Par contre, en sponsor brand vidéo, c'est moins efficace. Donc nous, on va la cutter et on va aller, je dis n'importe quoi, là, c'est en l'occurrence, c'est Boku, donc on a commencé par ça, mais sur la crème, par exemple, vous voyez tout à l'heure, ou les clients STDerm, ça va être, par exemple, la crème qui se met sur la main, ou des choses. Il faut qu'en quelques secondes, on voit exactement l'impact de la vidéo par les premières images de celle-ci. C'est extrêmement important. Dernier point en fait et dernier encart disponible au sein de la marketplace, c'est les campagnes de display. Les campagnes de display, c'est des encarts qui vont être un peu premium et qui vont être plus chers que les autres campagnes qu'on vient de vous présenter. Pourquoi? Parce que déjà, ça va être des encarts un peu privilégiés, ça va être à côté, vous n'allez pas être mis en concurrence directe, ça peut être aussi sous la buy box, donc sous le prix des concurrents. Sous le bouton passer à l'action et passer à l'achat. C'est une typologie de campagne qui coûte cher, mais qui peut être très très puissante si on vient la paramétrer correctement. Petite différence par rapport aux autres typologies de campagne, celle-ci, on va venir cibler des audiences, on va venir faire du retargeting et contrairement justement aux deux autres typologies de campagne, ici, on s'apparente plus à du méta et à du ciblage d'audience et du retargeting démographique. Et ça peut être intéressant parce qu'on peut notamment venir cibler des gens des consommateurs qui sont passés sur votre fiche produit. Il y a, en fonction d'un créneau de temps, en fait, il y a 30 jours, 60 jours, 180 jours, et on peut venir faire du retargeting de vue ou du retargeting d'achat. Donc, si vous avez un produit avec une forte récurrence, vous pouvez venir entre guillemets, enrichir une base de clients et recibler ces clients-là pour avoir un meilleur taux de conversion.
Petit point en annexe, c'est le DSP. Le DSP, c'est quoi? C'est une console disponible que auprès des agences qu'on peut activer. C'est toutes les campagnes qui vont être mises à disposition en dehors de la marketplace d'Amazon. Donc, on va pouvoir cibler en fait des consommateurs qui sont pas sur Amazon, qui sont sur des blogs, sur des applications, sur des sites internet. Ça peut être aussi des sites que Amazon a rachetés, qui font partie de l'écosystème Amazon. On en voit de plus en plus sur Twitch, des choses comme ça. Exactement, ça peut être aussi du Twitch, du Prime Video, mais on y reviendra après. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de venir encore une fois faire de la publicité et payer des encarts en retail média hors Amazon pour traquer les clients et faire en sorte, comme on le voit avec Palladium, ça c'est typiquement un encart qui peut être disponible sur un blog. Alors voilà, juste petit récap, ça va être également donc du retargeting, ça peut être du retargeting de consommateurs qui sont déjà venus et avec les cookies, on va les traquer en dehors d'Amazon et ils vont revenir, on va pouvoir les faire revenir sur votre site. Et ça, c'est très apprécié d'Amazon, ça va augmenter par 5 ou par 6 la pertinence du trafic parce que Amazon, comme on le disait juste avant, favorise et fait en sorte justement de mettre en avant encore plus les annonceurs qui viennent récupérer des clients, qui viennent faire des visites en dehors de la marketplace. Et on va pouvoir cibler des audiences, donc des gens qui sont passionnés par certaines choses, les chaussures pour femmes, on voit typiquement, ou alors on peut cibler les hommes qui ont 18 à 24 ans, et on peut faire des constructions comme celle-ci, un peu à la Meta, un peu comme les publicités classiques qu'on peut retrouver sur Meta. On va parler maintenant des innovations qui vont sortir courant 2024. Alors, en réalité, elles sont déjà sorties aux États-Unis, mais elles arrivent en France et en Europe que depuis 2024 parce que tout ce qui a été fait aux États-Unis, il y a un petit temps de latence de 1 an. Et là, on voit que Amazon a décidé donc de sortir un format un peu comme Netflix, si je me trompe pas, en hybride. Alors, c'est pas du freemium parce qu'ils proposent quand même un abonnement à 2,99. Mais par contre, depuis la console DSP que je viens de vous présenter, on va pouvoir faire passer entre 2 épisodes de série une publicité spécifique en fonction des personnes qui auront pris cet abonnement. Cet abonnement-là, donc je vais vous montrer pour exemple. Voilà, on va avoir en fait des gens qui vont scroller entre 2 épisodes et ils vont avoir 45 secondes lors de la transition, 45 secondes de publicité. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on va pouvoir on n'a pas beaucoup, pour être tout à fait transparent, on n'a pas de retour d'expérience sur ce format-là. Donc, on a discuté pas mal avec d'agences américaines qui l'utilisent. On va le lancer d'ailleurs sur le territoire américain pour 2 ou 3 de nos clients. Sur la France, on ne l'a pas, soyons honnêtes, on ne l'a pas testé. Mais en tout cas, c'est un format qu'on juge super intéressant et qu'on a hâte de tester chez Kruga. Alors, je vais laisser du coup maintenant passer, je vais laisser la parole à Guillaume pour discuter de l'export sur Amazon. Amazon, une de ses grandes forces, c'est la capacité à déployer les catalogues des marques clientes sur l'export. Quand je dis l'export, nous, chez Kruga, on considère qu'il y a 2 types d'export, qu'on appelle le petit export et le grand export. Le petit export, c'est ce qui va être ce qu'on appelle l'export européen, l'export de pays limitrophes. Donc Amazon est présent dans moult pays. Vous pouvez regarder, donc en gros sur Amazon Europe, il y a tous les pays que vous voyez en bleu foncé. Et on voit quoi, malgré la taille du pays, que le marché Amazon en France et les visites par mois ne sont pas les plus importantes en France. Vous avez des pays qui sont largement devant nous. Vous avez le Royaume-Uni, alors même s'il y a des complexités, on pourra revenir dessus, c'est pas l'objet de la conférence, mais il y a des complexités spécifiquement pour ce pays-là vis-à-vis du Brexit notamment. Il y a l'Allemagne qui est un très gros marché qui fait parler, certainement le 2e marché Amazon dans le monde, et plein d'autres marchés. Il y a l'Italie qui revient très fort et qui est à peu près au niveau de la France en termes de volume de vente et de visites par mois. Il y a également l'Espagne qui se défend bien, et puis tous les pays globalement sont en croissance avec l'ouverture dernièrement de la Belgique, du Néerlande, des Pays-Bas, de la Turquie, de la Pologne. Donc vous allez voir la possibilité, en ouvrant une marketplace Amazon
en France d'ouvrir rapidement votre catalogue dans les pays limitrophes et de nombreux pays européens. Il ne faut pas faire n'importe quoi, on reviendra dessus, mais vous avez cette possibilité-là. Donc, quand vous vous lancez sur Amazon, vous n'allez pas toucher uniquement les clients français, vous avez la possibilité de taper beaucoup plus large. Quand on parle du coup forcément d'Amazon dans le monde, vous avez compris, vous doutez bien que les États-Unis sont loin devant en termes de visitorat et de business généré. C'est la terre de Jeff Bezos, c'est le plus gros du marché là-bas sur place. Là, encore une fois, on ne se lance pas aux États-Unis comme ça. Il y a tout un process et nous, on a mis tout en place, une grille de vérification pour pouvoir vendre sur le marché américain avec des contraintes et des spécificités locales, notamment sur la TVA, sur le stockage et compagnie. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à aller faire. Moi, je suis un peu triste de voir que la France n'est même pas citée dans ce graphe-là. On est dans finalement le reste du monde. Donc, vous avez les États-Unis qui sont loin devant, bien entendu. L'Allemagne, je vous en parlais tout à l'heure, le UK. Le Japon, qui est un marché complexe à attaquer, on l'a essayé, mais qui est assez complexe. Et puis ensuite, bien entendu, les autres pays que je vous ai précédemment cités. Amazon, on ne va pas aller trop loin dans le détail parce que je vois le temps passer, mais Amazon a facilité les choses pour pouvoir exporter. Bien entendu, pour la partie publication du catalogue, on l'a évoqué, la traduction, l'implémentation, tout ça, c'est quasi automatisé. Pour la traduction, on fait de la localisation à des personnes sur place et compagnie, mais en tout cas, vous avez la possibilité de publier en quelques clics seulement. Par contre, se pose ensuite la question de la livraison et du stockage. Là, encore une fois, Amazon a réfléchi et a lancé un programme. Il y a 2 programmes en réalité. Il y a un programme qu'on appelle EFL qui permet à partir des stocks français d'expédier un produit à un client allemand, à un client italien, à un client espagnol, voilà, un client néerlandais. Et également ce qu'on appelle le programme pan-européen qui permet à Amazon, si vous avez un peu d'historique de vente, de faire un maillage territorial en fonction des ventes que vous avez générées dans les différents pays. Vous allez expédier les produits, par exemple, en France. Amazon va s'occuper de les dispatcher dans les pays européens en fonction de l'appétence des clients européens pour vos produits. Et ce sera livré ensuite extrêmement rapidement en Prime, en quelques heures, j'exagère un peu, mais en quelques jours, en ayant des frais de transport locaux. Donc, nous, on dit toujours, réfléchissez bien pour exporter. Exporter en Europe sur Amazon, ça se fait facilement, entre guillemets. Encore faut-il dire les choses correctement et connaître les choses. Mais vous pouvez le faire et logistiquement parlant, Amazon a tout prévu. Donc vraiment, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. On a fait du coup, juste pour que vous compreniez un petit peu la différence de volume, vous avez le graphe qui est assez parlant, mais juste, on a un de nos clients qui vendent des brosses pour barbe qui s'appelle Zilberar et on a fait du coup le comparatif, Anto, sur la différence du nombre de volumes de recherche sur les mots-clés, brosse à barbe, barbe brush, et je ne me permettrai pas de le dire en allemand parce que je ne sais pas comment on dit, barbrust, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit la différence de volume de recherche, elle est phénoménale, quoi. Brosse à barbe en France, 782 recherches. Brosse à barbe aux États-Unis, 43 000 recherches. Brosse à barbe en Allemagne, 5 300 recherches. Donc forcément, il y a un nombre de recherches qui est énorme. Il y a une concurrence qui est accrue, mais ça reste des marchés qui peuvent être très, très, très intéressants si on sait les prendre. Mais ça permet de voir un petit peu les proportions, ou plutôt les disproportions entre les différents marchés. On a pris également une marque que l'on accompagne également. Ils font des bonnets pour course à pied, pour mettre sous les casques de moto. Et en fait, ce produit, on a réussi à le positionner avec tout le travail qu'on vous a précédemment cité. Numéro 1 des ventes, donc vous voyez le petit logo best-seller en France, et numéro 1 des ventes aux États-Unis. La marque génère sur ce même produit 3 600 € sur les 30 derniers jours en France, 47 000 $ aux États-Unis. Donc, ça montre un peu la différence de volume et de taille de marché. Alors, c'est pas le même travail. En termes de campagne marketing, il y a plus de dépenses aux US qu'en France. Ça nécessite un travail sur la fiche produit extrêmement granulaire et mise à jour régulièrement, alors qu'en France, c'est vrai qu'on y travaille moins parce qu'on est numéro 1 des ventes, on est bien positionné. Et c'est pérenne. Mais voilà, aux États-Unis, ça nécessite plus de travail. Mais on voit que si on arrive à faire un travail correct et régulier, eh bien, c'est largement quantifié. C'est pareil pour l'Allemagne. On a le produit, je vous en parlais tout à l'heure, cette fameuse magnésie liquide qui était tombée en rupture de stock. Et cette magnésie liquide, elle est numéro 1 des ventes en France, elle est numéro 1 des ventes en Allemagne. En France, ça génère 2 600 €. En Allemagne, ça génère 12 300 €. Alors, je ne connais pas parfaitement le marché de l'escalade ou le marché de l'haltérophilie, tous les gens qui utilisent la magnésie liquide, mais je ne pense pas que le ratio soit du simple au décuple en termes de consommateurs potentiels. Donc, ça montre un peu les différences. Et là, encore une fois, travail sur la fiche produit, travail sur les campagnes marketing et super bon positionnement, numéro 1 des ventes et indéboulonnable. Mais forcément, puisque les volumes sont beaucoup plus importants, il y a plus de monde en référencement naturel et forcément plus de monde également
en référencement payant. On va essayer de passer rapidement parce que je vois que le temps cool. Mais vas-y, si tu veux parler un petit peu de différence d'enchères rapide. Mais très brièvement, sur le même paramétrage des campagnes, voilà, on est sur une campagne assez similaire avec un ciblage qui est quasiment identique. On voit quand même que, alors c'est peut-être un peu petit, mais sur les US, l'enchère moyen, l'enchère qui va être être en moyenne aux alentours de $1, alors qu'en France, on est aux alentours de 0,30, 0,25 centimes. Et on voit quand même du clic. Et donc, on voit quand même qu'il y a une nette différence. Et donc, pour faire de l'acquisition, on n'aura pas les mêmes paliers de rentabilité. Ce qui veut dire que pour atteindre un palier de rentabilité aux US, il va falloir tester. Et pour tester, il va falloir avoir un budget plus conséquent qu'en France. Une stratégie à l'export sur Amazon ne s'improvise pas. C'était vraiment le message qu'on voulait dire. Donc, nous, on accompagne, à l'heure actuelle, chez le business de nos clients, il y a 40% du business qui est généré en France et tout le reste, c'est les autres pays. L'Allemagne, bien entendu, le Royaume-Uni, ça corrobore un petit peu les graphes d'avant, et les États-Unis. Sauf que ça ne s'improvise pas, dans le sens où, comme vous l'avez compris pour les États-Unis, il y a des choses à respecter en termes de spécificité locale, sur la TVA, sur est-ce que vous avez des produits qui sont conformes aux normes locales, est-ce que vous avez des produits dont la notice est traduite en anglais, en italien, en espagnol. Tout ça, il faut veiller, on est là pour ça, mais il faut veiller à ce que tout soit OK là-dessus. Sinon, Amazon est très, très vigilant là-dessus et peut vous déréférencer complètement la fiche produit, voire le compte. Et puis, il y a toute la partie, vous l'avez compris aussi, est-ce que finalement, à l'heure actuelle, j'ai les moyens de mes ambitions? Si je veux partir aux États-Unis, mais est-ce que j'ai les moyens de payer un coût par clic plus important qu'en France? Est-ce que j'ai les moyens, du coup, d'investir des montants en publicité qui sont peut-être du simple au triple entre la France et les États-Unis? Donc, nous, on fait toujours des études avant de se lancer. L'Europe, c'est un peu moins problématique, quoique l'Allemagne, c'est de plus en plus cher en termes de référencement payant. Et du coup, c'est toujours de dire, est-ce que, OK, on va d'abord optimiser la France. Et ensuite, une fois que la France est optimisée, mettons-nous autour de la table. Quels sont les pays les prioritaires pour vous par rapport à votre retail traditionnel, par rapport à votre stratégie, on peut dire, un peu plus globale? Et voilà, nous, on va vous dire ce qui nous paraît être logique et faisable sur un déploiement à l'international ou en Europe pour votre typologie de produits. Par contre, on va prendre d'une gamme de 100 ou 120 produits, on va en garder que 10, 15 qu'on va mettre à l'export. Voilà. Donc, encore une fois, il y a autant de stratégies d'export que de marques selon nous. Rapidement, on voulait parler de l'IA, c'est un échange qu'on avait avec les équipes de cybersécurité, toujours mettre un petit peu d'IA dans tout ça. Nous, on n'utilise pas l'IA pour rédiger les fiches produits et compagnie. Soyons tout à fait honnêtes, tout simplement, parce qu'on se rend compte que ça ne fait pas encore le job, malgré les outils qui sont en permanence, aussi bien que les équipes chez nous, en termes de recherche de mots-clés, d'optimisation, de connaissances produits, des choses comme ça. Pour autant, il y a des choses en IA qui peuvent être intéressantes. Il y a notamment toute la partie reviews. Là, par exemple, on est sur un produit qui doit avoir 5-6 000 avis. Donc forcément, vous doutez bien qu'on ne peut pas suivre l'intégralité des avis et tous les lire en permanence, surtout quand on récupère un client qui a d'ores et déjà ces nombres d'avis. Mais on va aller analyser avec des outils d'IA tous ces avis clients pour plusieurs raisons. La première raison, c'est de dire, est-ce que du coup, vis-à-vis de ce qui ressort de ces avis clients, est-ce que je cible bien mes campagnes publicitaires? Est-ce que finalement, les éléments de ma fiche produit, que ce soit dans le titre, dans les bullet points ou dans les contenus que je vous ai montré tout à l'heure, améliorés ou sur le store, est-ce que j'ai bien compris qui était mon client sur le territoire, par exemple, allemand? Donc, on va servir de ça en permanence pour alimenter les fiches produits en ads, et parfois même, pour être tout à fait honnête, on a même des clients, c'est pas le cas de celui-là, mais qui, en fonction de ce qu'on a trouvé et des avis clients, s'est dit mince, je pense que j'ai un vrai problème sur mon produit, qui a retravaillé son produit par rapport aux résultats qu'on avait obtenus et qu'il a remis en ligne avec des modifications qui répondaient finalement aux plaintes, entre guillemets, des consommateurs. Et puis, bien entendu, la partie image produit, Anto, c'est qu'en gros, Amazon propose de plus en plus de l'aide, on va dire, sur les visuels, sur les mises en situation, sur les produits, sur l'IA. Donc ça, c'est des outils qu'on commence à utiliser. Ça répond pas 100% à la performance que l'on cherche en termes de conversion et compagnie. Mais bon, on va pas se mentir, c'est des choses qui vont venir nous aider au quotidien et qui nous aident déjà pour pouvoir faire performer. Ça montre surtout une transition entre la simple enchère sur un terme de recherche vers quelque chose qui est censé être plus visuel au fur et à mesure avec le développement des vidéos, notamment sur Prime ou même les vidéos disponibles en campagne sur la marketplace, dans les résultats de recherche. Et on voit que Amazon décide vraiment de essayer de plus en plus de vouloir faire passer des médias pour construire une image de marque plus intéressante et plus importante aux annonceurs qui décident de faire des campagnes.
Rapidement, ce qui reste 5 minutes. Bon, ça, c'était pas le principal sujet. Je sais pas si c'est des choses que tu veux rajouter, Anthony, mais on a essayé de balayer. Je vois qu'il est déjà 17h10, enfin, de ma part, c'était 45 minutes. On a essayé de vous parler, du coup, pour résumer, du référencement naturel. Quels sont les éléments qu'il faut respecter? Quelles sont les best practices sur ce référencement naturel pour avoir une fiche produit qui réponde à toutes ces best practices et aux fameux algorithmes dont on vous a parlé. On a également parlé des éléments de réassurance et de conversion, les contenus à plus, les Amazon Store, les avis clients. Anthony vous a également parlé de toute la partie campagne publicitaire et de l'évolution des formats des campagnes. Quand on a lancé, il faut savoir, l'agence, on n'avait pas de pôle ads au sein de Kruga. Très peu de marques faisaient des campagnes publicitaires et en référencement naturel, on pouvait être très bien positionné et gagner un nombre de ventes important sans pour autant mettre de l'argent sur la table en investissement. Ce temps est évolué. Désormais, il faut lancer des campagnes publicitaires. Les formats ne cessent de se développer. La compétition s'endurcit. La compétition s'endurcit. Et nous, on travaille énormément. On a maintenant un pôle AS de 3-4 personnes sur ces sujets-là pour vraiment travailler finement sur les campagnes de nos clients. On gère plusieurs millions d'euros maintenant de campagnes publicitaires en France et à l'étranger. Mais comme le dit Anthony, la concurrence s'accélère. Donc, il faut toujours être à la pointe et des formats et des typologies de campagne. Voilà, donc nous, Kruga, on est une agence spécialisée dans la distribution sur Amazon. Rapidement, on s'occupe de tout. On agit à 360. 90% de nos clients, on les accompagne sur l'intégralité de leur gestion Amazon qui est extrêmement technique, chronophage. J'espère qu'on ne vous a pas noyé dans les terminologies, mais en effet, c'est un canal qui est assez complexe parce que ça mélange et fiche produit digital et en même temps la partie stockage et en même temps la partie stratégie, export. Donc il y a quand même beaucoup de choses à gérer. On est une équipe de 25 personnes environ. On est essentiellement basé à Lyon avec un bureau à Paris. On a également une personne qui gère les campagnes marketing de nos clients directement depuis New York aux États-Unis et plein d'autres expertises parce que les maillons de la chaîne de la vente sur Amazon sont extrêmement nombreux. Et à ce titre-là, on a essayé de processer au maximum et de mettre de l'humain derrière chaque maillon de la chaîne. L'expertise est reconnue bien entendu par nos clients, mais elle est également par Amazon. On est Solution Provider Network au sein d'Amazon au niveau Europe. On est également Amazon Ads Verified Partner, donc on gère la partie ads de nos clients depuis maintenant des années. Donc, et puis bien entendu pour nos clients. Alors là, c'est pas du tout exhaustif, mais en tout cas, on a toute typologie de clients. On n'est pas des experts produits chez Kruga, on s'en cache pas, on est des experts métiers. On mélange l'expertise produit de nos clients à notre expertise métier pour en faire une activité qui performe sur Amazon en vraiment essayant de s'imprégner totalement de la marque de notre client pour en faire une activité réussie sur Amazon en France ou à l'étranger. Et bien entendu, ne pas oublier qu'Amazon favorise fortement l'export et que du coup vous avez des possibilités au-delà des frontières de la France. Souvent les personnes nous disent mais du coup le marché français on pense qu'on a atteint la première ou la deuxième place, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Vous pouvez aller chercher le marché allemand qui est bien plus gros, vous pouvez aller chercher bien de choses. Est-ce qu'on a des questions peut-être? Je sais pas. Ouais, je regarde en même temps les questions. Est-ce que, alors je sais pas, par exemple on peut prendre ah oui, bon, mais il a répondu du coup sur la partie contenu. Tous les modules peuvent être intéressants sur le A+. Quels sont les tarifs des publicités sur Amazon? Alors là, ça dépend vraiment de la typologie de mots-clés. Sauf erreur de ma part, quelle est la concurrence sur le mot-clé? Et puis, il y a autant à chaque fois que, sauf erreur de ma part, qu'à chaque fois que tu fais une stratégie, que vous faites au pôle ads, une stratégie advertising, c'est pas forcément les mêmes budgets, c'est pas forcément les mêmes. On peut se lancer sur des niches et compagnies avec très peu d'argent en publicité, comme autant sur des produits beaucoup plus vendus. Complètement. En fait, c'est vrai que déjà, il y a les pays qui peuvent varier. La stratégie, si on va avoir un ciblage pertinent sur des concurrents directs, l'enchère peut être plus élevée. Si on va aller chercher des mots-clés génériques auxquels on n'a pas trop de concurrence, forcément, l'enchère va être faible, mais derrière, on n'aura peut-être pas autant de conversion. En fait, il y a un mix. Voilà. Nous, on propose des stratégies différentes en fonction du besoin et de l'objectif de l'annonceur et de la marque. Donc, l'idée, c'est à chaque fois, tout est possible en fonction d'un budget prédéfini. Ensuite, il y a Chloé qui pose une question, mais il me semble que Ludo est en train de lui répondre. Mais en gros, je suis complètement en phase sur la propreté des fiches produits. En revanche, nous ne sommes pas toujours propriétaires de la fiche produit sur le seller. Et là, avoir une fiche clean, ça se complique. Avez-vous des tips pour pallier ce problème? Alors, si vous êtes propriétaire de la marque, on n'en a pas parlé, mais Amazon a lancé ce qu'on appelle l'Amazon Brand Registry qui permet de déposer
sa marque sur Amazon et du coup d'avoir la pleine propriété de ce qui se passe sur l'intégralité des fiches produits de votre catalogue. Donc, si vous avez, Chloé, votre propre marque, vous êtes capable de prouver à Amazon que vous avez déposé votre marque à l'INPI, vous pouvez récupérer normalement la pleine propriété de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que tu lis, toi, un petit peu là-haut? Est-ce qu'il y a des choses que tu lis? Est-ce qu'il y a du sens de se lancer? Bonjour, display. Le display ads est un format spécifique à Amazon. Quelle est la différence entre le display ads Google? Non, alors je pense pas que ce soit un format spécifique à Amazon. En fait, c'est assez différent. Le display ads sur Amazon, c'est une façon de cibler et de faire du retargeting en fait sur des visiteurs, sur des consommateurs et des segments démographiques, même par rapport à des audiences et des passions en fait. Et je pense pas que ce soit spécifique à Amazon. Et après, en fait, la différence avec le display ads Google, c'est un peu différent quand même. On va se mettre là sous les buy box. Les avantages entre guillemets justement du display Amazon, c'est qu'on va pouvoir se mettre sur des endroits forts en dessous de la buy box de nos concurrents. Et donc ça permet en fait justement de pouvoir mieux mettre en avant son produit et peut-être venir au dernier moment piquer du trafic et de la conversion aux concurrents en direct. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Il est 17h15. Je regarde les réponses auxquelles on n'a pas répondu à l'oral. Ludovic et David y ont répondu, sauf erreur de notre part, directement dans le chat et les questions. Donc, nous, on est bien entendu disponible pour répondre à vos questions. Il n'y a pas nos adresses mail sur le document, mais en gros, vous pouvez nous envoyer ça à business@kruga.com et on répondra avec grand plaisir à toutes vos questions. Ou bien sur LinkedIn. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui nous a rentré sur LinkedIn en prévision de l'événement. Donc, n'hésitez pas à nous poser les questions sur les sujets ads, Anthony, et même sur plein de sujets d'ailleurs, parce que on fait un petit peu tout. Et moi, vous pouvez également me contacter, bien entendu, sur LinkedIn si besoin. Et on espère du coup que vous avez apprécié la conférence, qu'on a répondu à certaines de vos interrogations. Alors, il y a certainement dans l'auditoire de nombreux des disparités en termes de connaissances sur Amazon. C'est pour ça que je vous dis, si vous souhaitez approfondir, on est là pour répondre à vos questions en espérant qu'on n'a rien loupé. Merci à tous. Merci à Cybercité pour ce super event et pour l'invitation pour venir parler de ce vaste sujet Amazon qui peut être anxiogène pour certains. Et encore une fois, on a votre disponibilité. À très vite. À très vite. Merci beaucoup. Merci à tous.